une conférence sur Roger Chartier. Il y a à peu près un an, il y avait eu un séminaire dans cette même salle qui était après tout un travail des archives de correspondance de Pierre Bourdieu, où ça a été à l'origine d'un livre de Marie de Roche. Et elle est donc venue présenter et j'ai cherché à faire l'honneur d'être parmi ceux qui ont assisté le séminaire par Internet. Et donc là, c'est devenu un peu clair qu'il avait aussi fait un texte que nous a transmis et donc a eu l'idée de reprendre aujourd'hui la discussion de ce texte qu'il a fait sur 4 très grands savants français, Brodel, Desserteau, Foucault et Bourdieu. Et donc là, on va pouvoir l'écouter. Et après, Serge Missel était là le mois dernier, mais c'était difficile de changer les dates. Donc aujourd'hui, Serge Missel va faire, donc les discutants, on va jouer le rôle à partir de son polo. Et nous aurons aussi bien, comme dans d'autres séminaires de ce groupe, aussi bien des intervenants dans cette salle que des intervenants par Internet. Donc, en remerciant énormément d'abord Roger Chartier et Serge Missel, on peut poursuivre. Bien, merci pour l'invitation. Alors, ce que je présente là est une recherche modeste que j'avais entreprise à l'occasion d'une conférence donnée dans un cadre qui était la Journée interculturelle France-Brésil à l'Institut Ricardo Brennan en Recife le 16 juillet 2019. Et après cette conférence, j'avais transformé ce texte en un texte écrit qui est un des chapitres du livre publié en 2020 par Letra Viva et qui a pour titre général O mundo sem livros et sem livraria avec un point d'interrogation final. Et ce chapitre est un peu différent des autres chapitres qui sont consacrés essentiellement à la lecture, à l'édition dans le temps contemporain avant la peste, mais néanmoins déjà peut-être en crise. Et finalement, j'ai repris pour ce séminaire ce texte en essayant d'ajouter des données supplémentaires, en particulier, vous le verrez, pour le cas de Michel de Certeau. Alors, l'intention était double. La première était d'inverser une perspective fondamentale, classique, focalisée sur les réceptions brésiliennes des œuvres françaises dans le domaine de l'histoire, des sciences sociales ou des humanités. Il y a de très nombreux travaux, par exemple, sur la réception des annales, et comme vous venez de le signaler, sur la réception de Pierre Bourdieu, et en particulier ce livre Bourdieu à Brasileira, de Maria Eduarda da Mota Rocha, qui est une très belle étude sur les différentes manières dont Bourdieu a été lu, utilisé, éventuellement critiqué au Brésil. Dans cette perspective-là, les notions essentielles sont les notions de circulation, réception, appropriation. Alors, mon projet, infiniment plus modeste, était différent puisqu'il s'agissait de comprendre quel rôle la connaissance du Brésil avait pu jouer, soit sur la trajectoire de vie, soit plus encore sur les œuvres elles-mêmes, pour un certain nombre d'auteurs classiques, canoniques, dans ce champ des sciences sociales et humaines. Et du coup, le projet se déplaçait et finalement rencontrait un projet beaucoup plus ambitieux, qui est celui qui a mené à bien Jan Merkel dans ce livre que vous avez reçu aujourd'hui, Terms of Exchange, et qui est un livre publié par l'Université de Chicago avec comme sous-titre Les intellectuels brésiliens et les sciences sociales françaises, et qui est une analyse d'ensemble de la mission française de 1937 et des auteurs qui l'ont porté. Et dans ce cas-là, les concepts clés ne sont pas ceux
circulation, réception, appropriation, mais ceux d'échange, de dialogue, de collaboration, égale le Terms of Exchange. Alors ça, c'était la première perspective, d'inverser une histoire de la réception en une histoire de ce qui a été transformé dans des œuvres classiques, canoniques, par le Brésil, la présence au Brésil, la lecture des auteurs brésiliens, des collaborations avec des chercheurs brésiliens. Deuxième intention, c'était de focaliser l'étude sur des auteurs qui ont soit passé un certain nombre d'années au Brésil, soit visité régulièrement le Brésil et qui n'étaient pas des brasilianistes, c'est-à-dire du coup que de mettre à l'écart certains des auteurs fondamentaux dans le livre de Jan Merkel, Roger Bastide, Pierre Monbeg, ou à sa manière Lévi-Strauss, mais de focaliser l'attention sur des auteurs français qui, tout en étant familiers pour diverses raisons des réalités brésiliennes, n'ont pas consacré leur œuvre à une des réalités brésiliennes, comme les trois autres membres de la mission française analysée par Merkel l'ont fait, le géographe Monbeg, Roger Bastide ou bien sûr Lévi-Strauss. Il y a un auteur commun dans son livre et dans le modeste propos que je vais tenir, qui est évidemment Fernand Braudel, mais les autres auteurs sont différents, puisque je porterai l'attention sur Michel de Certeau, Michel Foucault, qui ont voyagé relativement fréquemment au Brésil dans les années 60 et 70, et d'une manière peut-être plus inattendue dans cette perspective-là, Pierre Bourdieu, qui n'est jamais allé au Brésil malgré la répétition des invitations, mais qui, comme vous le savez mieux que moi, a eu des liens extrêmement forts et durables avec les réalités et les chercheurs brésiliens. Et du coup, ça serait la manière là de croiser avec une autre perspective le très beau livre de Maria Eduarda da Mota Rocha. Pour organiser ce propos, je vais le faire comme je l'ai fait dans l'essai qui a été publié comme chapitre, c'est-à-dire de partir pour chacun des auteurs d'une date. Pour Bernard Braudel, 1935, puisque c'est là l'arrivée à São Paulo, pour la transformation de la USP. Michel de Certeau, 1966, le premier voyage de Certeau au Brésil, on pourrait peut-être dire plutôt 1969, qui est la première intervention, prise de parole de Certeau contre la dictature et contre la torture. Pour Foucault, 1973, qui est le second voyage, pour des raisons qu'on peut essayer d'expliquer, et finalement 1975 pour Pierre Bourdieu, puisque c'est la date de publication dans un des premiers numéros des Actes de la recherche en sciences sociales d'un article de Sergio Micelli qui nous accompagne. Alors je ferai les citations des auteurs français et même parfois en traduisant en français ce qui a été des entretiens donnés au Brésil en portugais, mais pour les auteurs français, je me suis efforcé de donner toutes les citations en français et je maintiendrai, sauf un cas, vous verrez pourquoi, et je maintiendrai les textes en portugais, mon portugais, pour les textes qui ont été originairement en portugais. Alors, dans le cas de Fernand Braudel, ce qui est important dans cette arrivée en 1935, après 10 ans passés en Algérie et 2 ans passés à Paris, et un des membres de cette fameuse mission française, très bien analysée dans le livre de Jan Merkel, c'est l'effet que cette présence au Brésil et ses multiples contacts et relations avec des historiens brésiliens ont eu sur la conceptualisation ou le travail de Braudel. Il y a une déclaration que je citais dans tous les textes qui se sont attachés à cette question, qui est dans une leçon d'histoire. Ce texte donné par Braudel en 1985, ce passage fameux, « Je suis devenu intelligent en allant au Brésil. Le spectacle que j'avais sous les yeux était un tel spectacle d'histoire, un tel spectacle de gentillesse sociale que j'ai compris la vie autrement. Les plus belles années de ma vie, je les ai passées au Brésil. »
Et en 1984, l'année précédente, dans un entretien donné à Marcelo Tatar, Braudel revenait sur cette même idée d'une maturation de l'œuvre avec le séjour au Brésil. Alors là, je traduis le texte qui apparaît dans cet entretien. Cette expérience, dit Braudel, fut importante pour moi. Je ne crois pas, par exemple, que j'aurais écrit sur la Méditerranée un livre différent des autres si je n'avais pas été au Brésil, si je n'avais pas été, pour ainsi dire, totalement transformé. L'histoire nouvelle que j'ai défendue dans la Méditerranée, je l'ai, d'une certaine manière, conçue, construite, rêvée quand j'étais au Brésil, et cela parce qu'elle intéressait mes étudiants. En 1994, dans un article publié dans les Annales, Paul Braudel, les origines intellectuelles de Fernand Braudel, un témoignage, rappelait elle aussi que c'est dans ce séjour que s'était opérée cette transformation profonde du projet, non pas écrire l'histoire du roi et de la mer, Philippe II et la Méditerranée, mais de transformer la mer en personnage principal et le livre devenant la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II. Alors, si l'on suit les textes dans lesquels Braudel a mentionné le Brésil, il y a une première réalité qui m'avait paru tout à fait intéressante, qui était le fait que la métaphore la plus souvent utilisée par Fernand Braudel pour désigner dans l'architecture des temporalités le temps court, l'événement, était une métaphore brésilienne. Une nuit, dit-il, sa voiture est tombée en panne dans la route des Fieira de Santana et Braudel découvre l'obscurité profonde de la forêt, illuminée seulement par les lucioles, les vagalumes. Et plusieurs fois, il a repris la référence et la mémoire à cet épisode pour montrer que les événements, comme ces lucioles, ne sont que superficiels, limités, étroits, comme une sorte d'écume de l'histoire dont les réalités fondamentales se déploient sur d'autres temporalités, les conjonctures ou la longue durée. La première fois où Braudel, je crois, utilise cette métaphore, cette image, c'est dans une des conférences données dans les camps de prisonniers à Mayence et Lubeck, ces conférences qui ont été sous le titre L'histoire, mesure du monde, publiées dans les écrits de Fernand Braudel, et en particulier grâce à Maurice Aymar qui est ici. Dans ce texte d'une conférence, je souvenez que dans les camps de Mayence et de Lubeck, il y avait une possibilité ou une nécessité pour occuper le temps, pour Braudel et d'autres, de donner des conférences sur leur sujet de recherche, sur leur thème de travail. Voilà le texte. Il m'est arrivé, dit Braudel, un soir, à l'intérieur de l'État de Bahia, d'être pris brusquement au milieu d'une montée prodigieuse de lucioles phosphorescentes. Elles éclataient partout, sans arrêt, plus ou moins hautes, innombrables, en gerbe au sortir des taillis et des fossés de la route, comme autant de fusées trop brèves pourtant pour éclairer le paysage avec netteté. Ainsi des événements, ces points de lumière, au-delà de leur éclat plus ou moins vif, au-delà de leur propre histoire, tout le paysage environnant est à reconstituer. La route, les broussailles, le hautbois, la latérite rougeâtre du nord brésilien, pulvérulente, les déclivités du terrain, les rares véhicules qui passent et les bourricots bien plus nombreux avec leurs grosses charges de charbon de bois, enfin les maisons proches et les cultures. D'où la nécessité, concluait-il, voyez-vous, de dépasser la frange lumineuse des événements qui n'est qu'une première frontière, souvent à elle seule une bien petite histoire. Alors cette image des lucioles de la forêt brésilienne, Braudel la reprend d'une manière plus brève dans la leçon inaugurale du Collège de France en 1949. J'ai gardé le souvenir, une nuit près de Bahia, d'avoir été enveloppé par un feu d'artifice de lucioles phosphorescentes. Leur lumière pâle éclatait, s'éteignait, brillait à nouveau.
sans trouer la nuit de vraie clarté. Ainsi, les événements, au-delà de leur lueur, l'obscurité reste victorieuse. Et la troisième fois où Braudel reprend cette image, c'est dans une conférence donnée au Collège philosophique de Jean Val en 1955. La conférence s'appelle L'impérialisme de l'histoire et on va retrouver les vagalumes, les lucioles de la forêt. Il m'est arrivé un soir en 1937 de me trouver pris dans ce qu'on peut appeler la forêt brésilienne. C'était la forêt de la région de Bahia, c'est-à-dire des arbres rabougris d'1 mètre ou 1,50 m de hauteur, tout à fait à l'intérieur de ce qu'on appelle le sertão, la brousse. En panne sur une route, nous avons été enveloppés dans une montée de lucioles vers luisants aériens. C'était un spectacle d'une extraordinaire beauté, dont j'ai plusieurs fois parlé, c'est vrai. Une série d'éclatements de lumière, éclatements d'ailleurs silencieux, mais ces lumières ne permettaient pas de voir très loin, ni le paysage, ni la route. Je pense que l'histoire événementielle, c'est un peu l'histoire de ces points lumineux, considérés de trop près et de façon abusive, comme si leurs nuages représentaient l'ensemble de la vie des hommes. Longtemps, cette méfiance ou discrédit par rapport au temps court, qu'il appelle quelquefois la micro-histoire, s'est lié pour Braudel à se souvenir de ces lumières brillantes mais limitées, fugaces, intermittentes des lucioles bayanaises. Si l'on considère aussi l'importance du Brésil sur l'œuvre de Braudel, il y a évidemment un texte qui serait essentiel et qui était la thèse secondaire qu'il avait commencée, puisque à l'époque, il y avait une seconde thèse avant la guerre, et un projet qui fut abandonné après-guerre, mais durant la captivité, une ébauche de ce livre jamais terminé avait été faite et le manuscrit inachevé, dont la date est sans doute de novembre 1943, est le résultat, pour une grande part, des lectures et des recherches menées pendant le séjour à São Paulo. Luis Correa Lima, qui a publié ce livre, Fernando Braudel au Brésil, Vivencia et Brasilianismo, a pu étudier ce manuscrit et il en donne non pas des extrêmes, mais de très larges résumés dans une partie de son livre. Je le cite, são mais de 200 páginas avulsas, formando grande rascunho. Há frases soltas, parágrafos e trechos mais longos. Algumas frases e parágrafos estão riscados, mas são reaproveitados e refeitos adiante. Não é possível saber qual seria o produto final desse texto, caso ele tivesse prosseguido. Et il donne un résumé analytique et dans lequel une idée fondamentale apparaît, c'est évidemment l'idée de la dimension atlantique de l'histoire du Brésil, puisque le projet était l'étude du Brésil au XVIe siècle. Dans la période de l'enseignement à la USP, Braudel a publié 2 articles. Dans l'un, la revue Philosophia, Ciencias et Letras des étudiants de l'USP en 1936, et un autre dans l'Anuario da Faculdade de Filosofia, Ciencias et Letras en 1937. Les manuscrits français de ces 2 textes sont perdus. Ils ont été publiés dans une traduction de Euripides Simões de Paula et ils ont été publiés en traduction anglaise. J'ai dû changer de place, ça faisait un bruit terrible. En 2017 par Yann Merkel, qui reprend évidemment dans son oui, heureusement que moi je suis Fiction, là, mais oui. non pas le texte total. Le texte total se trouve dans le numéro de French Historical Studies en 2017. Dans le premier de ces articles, le concept d'un pays nouveau, Braudel développe une comparaison entre l'Algérie, où il a passé 10 années, et le Brésil, avec le contraste entre ce qui est une colonie et ce qui est un pays nouveau. Dans le second,
l'enseignement de l'histoire et ses lignes directrices, il défend la conception de l'histoire qui est la sienne, une histoire ouverte à la géographie et aux sciences sociales. En 1984, dans la même entrevue que j'ai signalée avec Marcelo Tassara, Brodel explique que cette histoire était celle qui passionnait les étudiants de São Paulo. Et il dit parce que c'était une histoire, je cite, représentant l'ensemble des sciences humaines, cette sorte d'invasion de l'histoire par la sociologie, par la géographie, par l'économie. La première publication de Brodel dans ce qui n'était plus les annales, mais les mélanges d'histoire sociale, dans le numéro 4, publié en 1943, est un article qui est consacré à l'œuvre de Gilberto Freire. Et Brodel l'a écrit pendant le temps de la captivité. Une note de la rédaction indique en bas de page: Fernand Brodel a pu rédiger et nous faire tenir cette étude. Il n'a pas pu, par contre, revoir les épreuves. Et l'état final du texte a donc été établi par la rédaction, c'est parfait, des mélanges d'histoire sociale. Les livres de Gilberto Freire furent une des lectures fondamentales, une des lectures brésiliennes fondamentales de Brodel. Alors, dans son très longue analyse de deux grands livres de Freire et aussi d'autres moins importants, il y a comme une admiration pour l'œuvre de Freire et une certaine critique, dans la mesure où pour lui, Freire, comme d'autres historiens brésiliens, ont négligé une dimension essentielle de l'histoire du Brésil, c'est-à-dire son appartenance au monde atlantique. Je cite ici ce texte. Il évoque à ce moment-là cette vie de l'océan, suivant qu'elle est faible ou forte, le Brésil, interminable armor, se soude à l'immensité maritime ou bascule vers ses profondeurs continentales. Du coup, je cite encore, le Brésil, avec des variantes multiples, des oppositions profondes et farouches, a tout de même, si l'on veut, recommencer l'Europe, c'est-à-dire cette longue histoire qui commence avec l'Antiquité classique. On a là comme une sorte de paradoxe. D'un côté, évidemment, c'est peut-être des lucioles qui m'y font penser, le Brésil pensé comme une source, un lieu d'expériences inédites, de sensations nouvelles, surprenantes, étranges. Et d'un autre côté, en même temps, l'idée du Brésil pensée comme, dans son histoire, une répétition, un recommencement d'une évolution historique qui a déjà eu lieu ailleurs, c'est-à-dire de l'autre côté de ce monde atlantique. Dans son texte, Paul Brodel souligne que la fascination de Brodel pour le Brésil doit se comprendre aussi, je cite, par l'impression de voyager en arrière dans l'histoire, comme si l'Europe d'hier pouvait se voir, s'imaginer à travers le Brésil de ce premier XXe siècle. On a donc là confronté à cette rencontre entre l'émerveillement devant une étrangeté radicale et en même temps, effectivement, une forme d'ethnocentrisme historiographique qui fait que le Brésil répète dans cet ensemble qui est le monde atlantique une histoire qui a eu lieu ailleurs. Brodel retourna en 1947 à São Paulo pour 5 mois, mais ensuite refusa les invitations de la USP pour la célébration des 50 ans de la fondation, parce que, indiquait-il, tous ses principaux et très chers amis brésiliens étaient déjà morts. Cependant, le Brésil resta présent dans sa mémoire et Luis Correa Lima rappelle, non pas dans son livre, mais dans d'entretiens extérieurs au livre, rappelle que durant les années de la dictature, Brodel a écrit des lettres
au président militaire demandant la libération de certains des intellectuels ou amis ou connaissances qu'il avait noués pendant les séjours brésiliens. Je cite cette remarque, enfin, ou cette notation faite par Coelho Lima, mais à travers ce qu'en dit Josélia Aguilar dans un article qui a pour titre Brasília Francesa, publié en 2010. Durante o regime militar, empenhou-se em libertar da prisão seus amigos e conhecidos. Brodel seu prestígio internacional como intelectual francês, escreveu cartas aos presidentes militares brasileiros. Mon second auteur, alors qu'il a séparé de Jan Merkel, est Michel de Certeau. Son premier séjour au Brésil est entre le 27 octobre et le 6 novembre de 1966. Jésuite, de Certeau participa à Rio au congrès de la conférence latino-américaine des religieux. Et ce fut le premier des nombreux voyages faits par Michel de Certeau au Brésil. Le premier Brésil de Certeau est le Brésil de la dictature. Comme je le disais, en novembre de 1969, il a publié dans la revue Politique Aujourd'hui un article qui dénonçait la répression pratiquée par les militaires du Brésil. Et cet article sera republié 20 ans après dans le recueil de textes de Certeau, publié sous le titre « La faiblesse de croire ». Dans son article, de Certeau soulignait l'importance des résistances à la dictature. Je cite, « La purge et la censure gouvernementale accélèrent un processus qui se dessinait, mais n'eût peut-être pas abouti sans elle. Expulsés des universités, les activités politiques se retrouvent ailleurs, sur des bases qui estompent la division entre étudiants et ouvriers. Ici, la dictature unifie ce que les structures démocratiques séparaient. Elle soude, en deçà de leur origine, des hommes également amenés à se dire « nous ne pouvons plus accepter ». De Certeau s'interrogeait particulièrement, comme jésuite engagé dans le siècle et le monde, sur les divisions des chrétiens, déchirées entre, pour certains, le soutien aux militaires, pour d'autres, le silence des évêques, et pour d'autres, la lutte armée, qui est le paragraphe qui conclut l'article. La lutte armée étant comprise comme, je cite, un lieu théologique. Je cite, une option oriente une minorité de chrétiens vers un engagement plus radical, vers les maquis ou la guérilla. Leur premier but n'est pas de répondre à la violence par la violence. Il s'agit pour eux d'être fidèles à une exigence qu'on appelait hier missionnaire et qui a toujours été essentielle à la foi. Refuser l'idolâtrie qui identifie l'absolu à une société, une nation à un groupe, le bien commun aux intérêts de quelques-uns, et donc se porter à la défense des éliminés, se battre avec eux, sans laisser à d'autres les risques de l'opération, et participer à la tâche qui doit faire des miséreux aussi les bénéficiaires du travail, des excommuniés, les co-auteurs du pays, des silencieux, les témoins d'une expérience ou d'une vérité nécessaire à tous. Cette même année 1969, et je dois cela au très beau travail d'un historien argentin, Andrés Frejomil, qui est sans doute le meilleur spécialiste de l'œuvre de Certeau à l'heure actuelle, cette même année 1969, Michel de Certeau rédige l'avant-propos d'un rapport qui a été adressé au Conseil pontifical Justice et Paix, afin que ce rapport soit transmis de façon urgente au pape Paul VI, qui le recevra d'ailleurs au tout début de 70. Ce rapport a été préparé par le secrétariat général de la jeunesse étudiante chrétienne à Paris et il comprenait une série de récits d'assassinats, de tortures au Brésil. Les résultats de cette enquête seront d'ailleurs publiés en décembre 69 dans la revue Croissance des jeunes nations, dans un dossier qui réunissait des témoignages de paysans, de syndicalistes, d'étudiants, de prêtres soumis à la torture, ainsi que 3 textes
de Dom Helder Camara, qui mentionnait le nombre croissant des prêtres catholiques, de religieuses et de laïcs atteints par la répression du gouvernement. L'avant-propos de Certeau, au rapport transmis au pape et à la publication dans la revue Croissance des jeunes nations, rappelait la responsabilité européenne dans la terreur militaire brésilienne. Je cite, « Cette violence méthodique et inhumaine, nous l'avons trop vue chez nous, en Allemagne, en Algérie, ailleurs encore. Elle habite nos passés proches avec l'incroyable banalité du mal dont Hannah Arendt parlait à propos d'Eichmann. Peut-être est-elle un virus que nous avons exporté. De toute façon, nous la reconnaissons quand elle ressurgit. Pouvons-nous en être les complices par notre silence, par lassitude, par intérêt, par scepticisme? Non. Partout où la sauvagerie remonte d'une histoire jamais sûre, nous la combattrons. En début de 1970, le 15 janvier 1970, un meeting a été organisé à la Mutualité, solidarité avec la lutte du peuple brésilien. Ce meeting avait été organisé par plusieurs revues catholiques et protestantes avec le soutien de l'UNEF et du PSU. Et les intervenants étaient Jean-Paul Sartre, l'avocat de Jean-Jacques de Félix, Miguel Larraich et Michel de Certeau. La rencontre avait pour objectif de lancer le journal Front brésilien d'information, créé par des exilés politiques qui avaient réussi à s'enfuir du Brésil et qui résidaient soit en France, soit en Algérie. L'intervention de Certeau, le texte français, me semble-t-il, a été perdu, a été publié dans une traduction anglaise, dans la revue chrétienne anglaise New Blackfriars, et dans un numéro de juillet 1970. Andrés Prejomil en a établi le texte français qui commence ainsi. Au Brésil, l'impossible est devenu réalité et l'impensable un fait. La violence méthodique, l'injustifiable répression, le recours systématique à la dénonciation et à la torture ont surgi dans un pays où cela semblait impossible. Hier encore, la parole circulait librement dans les rues comme la lumière et le sang de la communication. Aujourd'hui, le sang coule dans les sous-sols des postes de police où nombre d'hommes et de femmes sont tombés sans savoir pourquoi. La torture et les cadavres imposent partout la peur, le silence et de sourdes rumeurs terrifiantes. Les langues s'enfoncent dans le silence, tandis que la censure et le soupçon deviennent endémiques. En 1970, dernier texte que je mentionnerai pour ce de Certeau profondément situé dans la relation avec la dictature, est un texte qu'il a écrit après une conférence de Dom Helder Camara au Palais des Sports de Paris. Il y avait plus de 10 000 personnes. Et il publie dans la revue jésuite de Certeau, dans la revue Études, un article dont le titre très beau est « Le prophète et les militaires », Dom Helder Camara. Et le texte est très intéressant parce qu'il dit tout à la fois son admiration pour la parole courageuse de l'archevêque de Recife, peut-être aussi en écho avec les dernières pages de l'article de 1969, une critique ou une distance par rapport à ce qu'il appelle la parole désarmée. Je cite, « La parole qui traite des conflits sociaux et s'en tient à l'énoncé d'un modèle qui exclut de sa perspective la violence inhérente à ces conflits et à toute révolution, qui néglige l'analyse des situations sociopolitiques, ne se soucie pas avant toute chose de s'articuler et qui ne se soucie pas avant toute chose de s'articuler sur une action, sera récupérée par ce qu'elle entend contester. » L'engagement de Certeau contre le régime militaire, la répression et la torture fut qu'à un certain moment, il fut interdit d'entrer au Brésil et il a contourné cette interdiction, cette prohibition, en utilisant sur son passeport le premier de ses noms, puisqu'il était d'une origine de petite noblesse, il a un nom avec plusieurs particules, et il voyageait au Brésil sous le nom de Michel de la Barge. Mais la relation de Certeau avec le Brésil n'est pas limitée, si j'ose employer ce mot, à ses combats et ses écrits.
contre la dictature et la torture. Dès ses premiers voyages, ce qui le fascina fut la culture, entre guillemets, populaire brésilienne. Et l'expression de cet intérêt ou passion intellectuelle se rencontre dans son livre le plus fameux, L'invention du quotidien, publié en 1980 et traduit en portugais en 1994. Le second chapitre du livre, Culture populaire, s'ouvre avec un souvenir personnel et une référence à une enquête collective, tous deux brésiliens. Le souvenir est le suivant. Il est celui, je cite, d'une marche dans la nuit, alors bruyante de Salvador, vers l'Igreja do Paço. Contrastant avec le théâtre subtil de la Misericordia, la sombre façade dresse dans sa dignité toute la poussière et la sueur de la ville. Au-dessus des anciens quartiers, pleins de rumeurs et de voix, c'en est le secret monumental et silencieux. Il domine l'étroite ladeira do Paço, qui se refuse aux chercheurs qui l'ont pourtant là, devant eux, comme leur échappe le langage populaire venu de trop loin et de trop haut quand ils l'approchent. Et à cette évocation de ce souvenir de l'église du Paço et son contraste avec la Misericordia, de Certeau articule la référence à une enquête interdisciplinaire menée à Recife, dans laquelle il participa à partir de 1971 et qui était consacrée à Frei Damião, les héros charismatiques de Pernambouc. Le résultat de cette recherche révélait pour lui ou dévoilait pour lui la signification profonde de cette observation, de cette perception lors de la marche dans la nuit de Salvador. La recherche montrait que la stratification de deux espaces, un espace socio-économique qui était l'espace de l'ordre naturel, de l'ordre inexorable des choses, de la domination des puissants, de l'injustice, et un espace utopique qui était configuré par les relations des miracles de Frei Damião, et où, je cite de Certeau, et où pouvait être soutenu l'espoir que le vaincu de l'histoire, corps sur lequel s'écrivent continuellement les victoires des riches ou de leurs alliés, puisse, en la personne du saint humilié Damião, se relever grâce au coup porté par le ciel contre ses adversaires. Du coup, il voyait là comment un usage, une appropriation populaire de la religion catholique pouvait modifier profondément sa signification et son fonctionnement. Autre citation. Les croyants ruraux déjouent ainsi la fatalité de l'ordre établi. Et ils le font en utilisant un cadre de référence qui, lui aussi, vient d'un pouvoir externe, la religion imposée par les missions. Et on voit que l'expérience brésilienne est comme le creuset de la conceptualisation avancée par De Certeau sur l'idée du réemploi détourné d'un système imposé pour exprimer la résistance, le refus. Et c'est là le projet fondamental, évidemment, de l'invention du quotidien. Cet art brésilien, comme il le dit, qui est cet art de l'appropriation de ce qui est imposé pour en transformer la signification. La thèse générale étant, plus généralement, une manière d'utiliser des systèmes imposés constitue la résistance à la loi historique d'un état de fait et à ses légitimations dogmatiques. Du coup, cette culture populaire, au sens à la fois du milieu social et peut-être au sens que lui donnait l'orthodoxie catholique, le populaire c'est le local, était la matrice pour penser les dextérités tactiques, les activités subtiles, tenaces et existences
de tous les groupes sociaux et de tous les individus qui n'ont pas un espace propre, mais qui mobilisent ce qui leur est proposé ou imposé pour en faire quelque chose d'autre. Le faire avec, qui est absolument essentiel dans la perspective de Certeau et qui trouve évidemment dans cette expérience de Salvador et de l'utopie religieuse du frère Damien une origine, une source, un exemple. Et la conclusion de Certeau est que peut-être c'est là, dans ce type de conduite, que se manifeste l'opacité de la culture populaire, entre guillemets, la roche noire qui s'oppose à l'assimilation. Troisième analyse que j'ai essayé de mener, c'est de suivre Michel de Certeau au Brésil. En commençant avec 1973, tout en sachant évidemment que ce n'est pas le premier voyage de Foucault au Brésil, puisque le premier voyage a eu lieu en 1965, quand Gérard Lebrun, qui était professeur de philosophie à la USP, avait convié Foucault à donner un cours dont le thème et le contenu sont ceux du livre Les mots et les choses, publié l'année suivante en français. Mais en 1976, comme le rappelle Paolo Eduardo Arantes, je cite, Foucault non era Michel Foucault, era nobody. Ninguém sabia de sua existência, nem no departamento, nada. O público não lotava uma classe de graduação, eram 30 ou 40 pessoas. A recepção foi de entusiasmo, porque ele era brilhante e, ao mesmo tempo, morna, porque ninguém sabia o que fazer com aquilo. En 73, quand il est convié par la PUC de Rio pour donner une série de conférences, la situation était évidemment très différente. Foucault était déjà Foucault, il n'était plus nobody. Il était professeur au Collège de France depuis 1970, l'auteur de l'histoire de la folie, mais que peu avaient lu au Brésil en 1965 lors du premier voyage, mais aussi l'auteur des mots et des choses, 1966, de l'archéologie du savoir, 1969. Et la situation politique était évidemment aussi différente. Afonso Romano de Santana, qui avait organisé l'invitation de Foucault à la PUC Rio de Janeiro, rappelle dans une entrevue qu'il a donnée en 2013 au journal Globo, il rappelle ceci. Au Serviço Nacional de Informação e au Departamento de Ordem Política e Social, fazia uma certa pressão. Havia muitos boatos que talvez o SNI não o deixaria falar. Vivíamos, afinal, em regime de repressão. E o Departamento de Letras, ainda assim, estava fazendo uma revolução, pois a vinda de Foucault fazia parte de programa muito amplo, por meio do qual a PUC viu lugar de debate. E Foucault veio para falar sobre a verdade, uma coisa que incomodava. Segui Afonso Romano de Santana continue son témoignage ainsi. Muita gente compareceu, tanta que nem cabia no auditório. Havia uma excitação muito grande. Ele veio falar sobre asilo, sobre o lugar do louco, regime ditatorial dentro de uma universidade católica. Les 5 conférences de Foucault furent ensuite traduites en portugais par Roberto Machado et Eduardo Jardim Moraes et furent publiées en 1974 et on les trouve évidemment dans le tome 2 des dits et écrits de Foucault avec le titre « La vérité et les formes juridiques ». Foucault a fait 3 autres voyages au Brésil qui ont été très bien étudiés, évidemment, dans le livre de Eliana de Barros Conde Rodrigues, qui a été traduit en français par l'Harmattan en 2020. Ensayo sobre Michel Foucault no Brasil, presença, efeitos, ressonâncias.
En 1974, il a prononcé 6 conférences à l'Institut de médecine sociale de l'Université d'État de Guanabara, la future UERJ, et aussi 2 conférences furent publiées en espagnol de ce cycle-là en 76 et 77. Et en 1979, les conférences de ce cycle consacrées à la naissance de la médecine sociale et à l'hôpital furent publiées en portugais par Roberto Machado dans la collection, dans l'anthologie d'essais de Foucault qui a pour titre Microfísica do Poder. En octobre de 1975, Foucault fut convié de nouveau, après 1965, 10 ans après, par le département de philosophie de la USP. Et dans un ensemble de témoignages sur cette présence de Foucault à la USP, on rencontre le témoignage ainsi de Franklin Leopoldo e Silva. Je cite: La segunda vez que o Foucault veio, em 75, em circunstâncias muito diferentes, já com a ditadura bastante consolidada e a repressão muito feroz, foi num clima de grande compromisso político que ele não recusava. Dans les voyages antérieurs, Foucault, en accord avec les invitants, par exemple, en 1973, avait limité ou réprimé des critiques publiques au régime militaire. C'est ce qu'indique Jurandir Freire Costa, qui est un psychanalyste qui avait accompagné Foucault à Rio en 1973. Je le cite: Sabía que estaba sob una dictadura, cercado de pessoas que eram vulneráveis. Havia acordo tácito de que só falaríamos do que era possível. Cette attitude n'est pas celle, évidemment, qui fut adoptée en octobre 1975 devant les incarcérations des professeurs et des étudiants de la USP et l'intensité de la réception. Le 23 octobre 1975, Foucault participa à une assemblée universitaire à la USP et fut lu, enfin il avait lu lui-même et fut lu en traduction le texte d'une déclaration très forte que l'on ne trouve pas dans les dits et écrits de Foucault, mais qui a été publié dans différents textes au Brésil, puisque le texte de cette déclaration se trouve aussi bien dans les archives de la police, la SENI, verbatim, et dans une publication d'un journal alternatif, dans le numéro du 16 novembre 1975. Je vais la lire dans mon portugais, puisque c'est finalement la seule langue dans laquelle cette déclaration est connue. Muitas dezenas de estudantes e professores da USP foram recentemente presos. Talvez sejam torturados, se é que já não o estão sendo nesse momento. Suas vidas estão ameaçadas. Uma universidade que não é plenamente livre não passa de uma empresa de servilidade. Não dá para lecionar sob o tacão das botas. Não dá para falar diante dos muros de prisões. Não dá para estudar quando as armas ameaçam. A liberdade de expressão e de pesquisa são sinais de garantia de liberdade dos povos. Na defesa dos direitos, na luta contra as torturas e a infamia da polícia, as lutas dos trabalhadores intelectuais se unem às dos trabalhadores manuais. A Universidade de São Paulo saiba que sua luta de hoje relaciona-se à luta pela liberdade em todos os países do mundo. Presto minha homenagem à sua coragem e me associo de bom grau às decisões que vocês possam tomar para conseguir que a justiça aqui não seja uma palavra ultrajada. E José Castillo Marques Neto
décrit ainsi dans le même ensemble de recueils sur Foucault à la USP ce moment particulièrement intense. Glauco fez a tradução para o português. Alguns revisaram e me cuve ler a versão para a Assembleia ao lado de Foucault, que leu o texto em francês. Aplausos emocionados, vibração genuína pelas palavras fortes do filósofo que se recusava a continuar dando aulas num país que prendia e torturava intelectuais et travailleurs. Foucault annonça la suspension de son cours et 2 jours après, le 25 octobre, fut connu que l'assassinat sous la torture du journaliste Vladimir Herzog. Et Foucault assista à l'acte œcuménique en mémoire de Vladimir Herzog qui fut célébré le 31 octobre dans la cathédrale d'Assé, en São Paulo. Et, comme c'est une des premières grandes expressions de la protestation de la société civile contre la dictature militaire. Foucault, qui, dès avant le texte que j'ai lu, était surveillé par la police, comme le prouvent les archives de la SNI, retourna en France le 11 novembre de 1975. Il avait fait un dernier voyage au Brésil en 1976, mais ni à São Paulo, ni à Rio de Janeiro. Il était accompagné par Roberto Machado pour une série de conférences dans les universités fédérales de Bahia, Pernambuco et Pará. Et à Belém, il a donné un cours à la demande du philosophe Benedito Nunes Numa, et celui-ci a donné un entretien en 2008, et il se souvient ainsi. Menos de uma semana depois que Foucault foi embora, fui chamado pelo diretor, cujo nome não vou mencionar, me dizendo que o Serviço Nacional de Informação estava pedindo a relação dos frequentadores das aulas. Eu disse, eu não dou a relação. Saí de lá e fui diretamente falar com o reitor. Ele foi muito correto e até corajoso. Ele me disse para não dar a lista. Então, foi. Et malgré les affinités électives qu'il liait Foucault avec le Brésil dans la décade 1970, avec 4 voyages, il n'y retourna jamais. Pour Roberto Machado, la raison fondamentale fut sans doute la rencontre de Foucault avec les États-Unis, avec la Californie, avec une certaine ironie que Roberto Machado déclare. Uma coisa é ser admirado no Brasil, outra é ser acolhido nas grandes universidades américaines. Dans les volumes des 10 écrits se rencontrent les textes des conférences et des entrevues données par Foucault au Brésil. Ce qui évidemment attire immédiatement l'attention, c'est qu'à la différence de Braudel ou de De Certeau, jamais ou quasiment jamais ces textes se réfèrent à une réalité brésilienne, quelle qu'elle soit. Une seule fois, dans une discussion après les conférences à la PUC en 1973, Foucault fait une référence imprécise d'ailleurs à une rencontre en 1913 entre des psychanalystes allemands et des psychanalystes brésiliens à Rio de Janeiro. Après les conférences données à Salvador de Bahia en 1976, par 2 fois il indique « Ah, je ne sais pas si c'est la même chose au Brésil ». Une fois pour se référer à l'économie capitaliste de la prostitution, une autre fois aux évolutions du système pénal. On a donc un contraste particulièrement fort et rude entre un engagement courageux de Foucault contre le régime militaire, implicite en 1973, explicite en 1975, et le contenu de ces conférences qui, d'ailleurs, lance un défi assez fort aux catégories, aux concepts les plus évidents que l'on peut utiliser pour dénoncer les mensonges d'un pouvoir despotique. Ainsi, dans le cycle de la PUC, la vérité et les formes juridiques, il dit son accord avec la réduction nietzschéenne
de la connaissance aux relations de pouvoir. Il privilégie la rhétorique des sophistes contre la philosophie de la vérité des philosophes, et il refuse l'identification entre pouvoir et oppression. Alors, situés dans la trajectoire de Foucault, ces thèmes n'ont rien de très surprenant, ils sont tout à fait attendus. Mais situés dans le contexte du Brésil des années 70, ils frappent par leur distance vis-à-vis des discours peut-être attendus ou tenus en rapport avec la situation politique de la dictature. Et d'ailleurs, Afonso de Santana se rappelle, et c'est publié la question et la réponse dans les dits et écrits, il se rappelle un esquisse de dialogue après une des conférences. Santana lui s'adresse à Foucault et lui dit: étant donné votre position de stratège, serait-il pertinent de vous rapprocher de la problématique du pharmacone, Derrida, et de vous placer du côté des sophistes, de la vraisemblance, et non pas du côté des philosophes, de la parole de vérité? Et Foucault répond: ah, là-dessus, je suis radicalement du côté des sophistes. Donc, je pense qu'il y a là une tension profonde entre les discours peut-être espérés, attendus, des concepts nécessaires pour dévoiler les mensonges d'un régime oppressif, et ce qu'était la pensée de Foucault par rapport à la vérité, c'est-à-dire fondamentalement, la vérité, c'est le dire vrai, prétendu par certains discours, et non pas nécessairement l'adéquation entre un discours et la réalité. Pour être juste, il faut dire aussi que Foucault, dans les entretiens qu'il avait donnés à la presse, à des journaux brésiliens, en 1975 par exemple, pouvait laisser aussi passer, non seulement dans ce texte que j'ai lu si fort, si puissant, mais aussi dans ces entretiens qui devaient passer la frontière de la censure, un discours qui pouvait être déchiffré d'une manière autre que les censeurs le faisaient. Dans un entretien publié par le journal da Tarde en 1975, et qui porte sur les thèmes de surveiller et punir, il a cette référence à la torture. S'il est vrai que l'extorsion sauvage de l'aveu est une pratique policière habituelle et que la justice, en principe, l'ignore en feignant de fermer les yeux sur elle, il est aussi vrai que, en accordant un tel privilège à la confession, le système judiciaire est un peu complice de cette pratique policière qui consiste à l'arracher à tout prix. À vrai dire, le malheur du système est que, entre justice et police, il y a un accord tacite qui, sans le dire, suscite fréquemment ces pratiques policières. Donc un discours universel, général, mais évidemment que les lecteurs pouvaient appliquer à la situation. Et Elena de Barros Conde Rodrigues commente ainsi: Foucault savait como ninguém inclinar o que le indaga na direção do que deseja affirmar. Alors, je termine avec quelque chose qui est différent, puisque j'ai consacré la fin de l'étude à Pierre Bourdieu, considérant évidemment que s'il n'avait jamais voyagé au Brésil, pour autant que la présence du Brésil dans sa réflexion, son travail intellectuel, sa pratique éditoriale était absolument et pédagogique, était absolument fondamentale. On peut traiter ce thème de deux manières. La première manière, c'est de se référer évidemment aux actes de la recherche en sciences sociales et à la présence des textes des chercheurs brésiliens ou des chercheurs français sur le Brésil. Et cela dès les commencements de la revue. Sergio Miceli,
qui fut le premier étudiant brésilien dirigé par Pierre Bourdieu, avait rappelé avec émotion dans un article publié après la mort de Bourdieu en janvier 2002 dans la Folha de São Paulo, l'importance de la revue dans le projet intellectuel de Bourdieu et le lien qui s'établissait, c'est pour ça que j'avais donné comme date la publication de son article dans les actes comme une possibilité d'entrer dans le thème le Brésil de Bourdieu, et non pas Bourdieu au Brésil. Et voilà, alors c'est une situation un peu ridicule, je vais citer Sergio Biselli, qui pourrait se citer lui-même, et il disait dans cet article de la Folha de São Paulo: Quando cheguei à França em 1974, ele, Bourdieu, e os pesquisadores sob sua tutela estavam imersos nos preparativos do número inaugural da revista Actes de la Recherche en Sciences Sociales, buscando dar conta de tríplice desafio num veículo de diagramação ágil e sedutora: afirmar o rosto teórico original para o ofício de sociólogo, lançar as bases de alianças com cientistas sociais estrangeiros considerados pares, Williams, Ginsburg, Scholzke, Goffman, e testar os graus de universalização dos achados e dos conceitos derivados de seus experimentos de investigação. Et Bourdieu avait invité Sergio Biselli à écrire un article pour cette revue qui était en gestation et qui naquit à ce moment-là. Je cite encore, parce que j'aime beaucoup ce passage de Sergio Biselli: Como eu aludir a vontade de retornar ao Brasil para concluir o levantamento do material, ele achou melhor bancar o lance de me convidar a escrever um artigo que poria à prova o argumento que vinha tentando construir a respeito dos intelectuais. A cada trecho concluído do rascunho, ele, Bourdieu, reagia comentando sem meias palavras em geral por telefonema em torno das 7 horas da manhã, sugerindo mudanças e me forçando a reescrever no intuito de explicitar et lastrear minhas análises. Et l'article fut publié comme division du travail entre les sexes et division du travail de domination, une étude clinique des Anatoliens, ceux qui suivent Anatole France au Brésil, numéro 5-6 de la revue, novembre 1975, et ce fut le premier article d'un chercheur brésilien publié par Bourdieu. Ensuite, comme vous le savez mieux que moi, la revue s'était ouverte largement à des textes sur le Brésil, par exemple les articles de 1984 ou 1988 de Monique de Saint-Martin, et des articles des chercheurs brésiliens dans le livre de Maria Eduarda da Mota Rochas. On voit qu'il y a 13 articles de chercheurs brésiliens qui ont été publiés entre 1982 et la date de la mort de Pierre Bourdieu en 2002. Et parmi les auteurs les plus souvent présents, deux noms évidemment, José Sergio Leite Lopez, et ses articles en particulier sur le magnifique article sur Garrincha, la disparition de la joie du peuple, ou en 1989 et en 1994, un non moins magnifique article sur l'invention du style brésilien, sport et journalisme politique au Brésil, et Afrânio Garcia, ici présent, avec aussi 3 articles dans cette période de temps, en 86, en 93, et dans le numéro de 98, les ruses de la raison impérialiste, qui comporte 3 articles de chercheurs brésiliens, dont un article de Afrânio. Dans les livres de Pierre Bourdieu, peut-être je n'ai pas cherché assez, on trouve peu ou pas de référence au Brésil. Toutefois, une référence a attiré mon attention. Dans les méditations pascaliennes, vous vous souvenez sans doute que l'un des chapitres est consacré à la temporalité, les relations avec le temps. Le chapitre 6 du livre a pour titre
l'être social, le temps et le sens de l'expérience. Et cette analyse est une analyse du temps comme une propriété sociale particulièrement inégalement distribuée, avec cet exemple. En fait, pour rompre vraiment avec l'illusion universaliste de l'analyse des sens, il faudrait décrire, en les rapportant à leurs conditions économiques et sociales de possibilité, les différentes manières de se temporaliser. Et le contenu du chapitre est de l'analyse de différentes manières de se temporaliser. Ceux qui contrôlent leur temps et contrôlent le temps des autres, ceux qui ont un temps libre lié à l'activité artistique ou scolastique, ou, et c'est là où le Brésil apparaît, le temps et ceux qui n'en ont pas, c'est-à-dire dans ce paragraphe ou cette série de paragraphes, cette partie dont le titre est « Une expérience sociale des hommes sans avenir ». Et pourquoi sans avenir? Parce que dans leur existence, il n'y a aucune relation rationnellement pensable entre les espérances et les chances de réalisation de ces expériences, entre les espérances illusoires et les possibilités de leur concrétisation. Et dans cette analyse de cette forme-là de se temporaliser sans temps, sans avenir, sans futur, Bourdieu convoque les souvenirs des années algériennes, 1900, des années 60, et de plusieurs cas de ces prolétaires ou sous-prolétaires algériens pour qui la projection d'une espérance était sans rapport possible avec la quelconque chance de sa réalisation. Et il commentait: le lien entre le présent et le futur semble rompu, comme en témoignent ces projets complètement décrochés du présent et immédiatement démentis par lui. Et c'est dans cette référence à l'Algérie que vient la présence du Brésil, dans le sens que pour la compensation de ce temps impossible, de ce futur inexistant, sauf dans des rêves absurdes, les possibilités sont offertes par les jeux de hasard. Alors je cite ce passage: « Exclus du jeu, ces hommes dépossédés de l'illusion vitale d'avoir une fonction ou une mission, d'avoir à être ou à faire quelque chose, peuvent, pour échapper au non-temps d'une vie où il ne se passe rien et où il n'y a rien à attendre, et pour se sentir exister, avoir recours à des activités qui, comme le tiercé, le totocalcio, le jogo des biches et tous les jeux de hasard de tous les bidonvilles et de toutes les favelas du monde, permettent de s'arracher au temps annulé d'une vie sans justification et surtout sans investissement possible, en recréant le vecteur temporel et en réintroduisant pour un moment, jusqu'à la fin de la partie, jusqu'au dimanche soir, l'attente, c'est-à-dire le temps finalisé qui est par soi source de satisfaction. Il est intéressant et émouvant de voir que, comme Braudel, Bourdieu a la double expérience de l'Algérie et du Brésil, et qu'ici, il lie ces deux expériences pour désigner cette radicalité des hommes sans avenir, cette forme de temporaliser, justement, sans possibilité de s'inscrire dans le temps, sauf durant le moment de l'attente du résultat du jour ou du totocalcio. Et pour l'opposer, évidemment, à ce temps des dominants qui sont maîtres de leur temps et maîtres du temps des autres. Alors, je conclus avec, comme je l'ai fait dans le chapitre, une réflexion sur l'idée qu'entre 1930 et la fin des années 80, finalement, il y a un moment brésilien dans, comme le dirait Yann Merkel, les sciences humaines et sciences sociales françaises, qui a commencé avec les missions
fondatrice des humanités à la USP, à l'Université fédérale de Rio de Janeiro. Et je rappelle aussi cette remarque acerbe ou acide de Fernando Novaes. A palavra missão, que era oficial, é muito significativa. A primeira missão francesa que chegou ao Brasil foi a artística, com Dom João VI. A segunda, na Primeira República, tinha como objetivo instruir os oficiais do Exército. A terceira foi as dos docentes que vieram a auxiliar na estruturação da USP e da Faculdade de Filosofia. A palavra missão, evidentemente, mostra que éramos vistos como uma terra de índios que deviam ser catequizados. Não há outra explicação. Alors, catéchisme ou non, que l'histoire, la philosophie, l'anthropologie, la sociologie française, ce sont devenus des références fondamentales pour les chercheurs et les intellectuels brésiliens pendant ces 50 années. Les raisons de cela sont multiples. Évidemment, la connaissance de la langue. Aucune des conférences données par Foucault ne semble avoir eu de traduction simultanée, au moins à Rio et à São Paulo. L'idée aussi de la force de proposition représentée par l'histoire de Braudel, l'approche de Foucault, la sociologie de Bourdieu, la forte présence à Paris pendant la dictature d'exiliés et plus généralement d'étudiants ou de collègues brésiliens. Et finalement, peut-être aussi cette idée selon laquelle l'expression intellectuelle française était considérée peut-être comme un pléonasme, et aujourd'hui, elle me paraît souvent un oxymore. Alors, la situation se transforma à la fin du XXe siècle, dans le sens que la référence française, et donc du même coup, le rapport avec le Brésil des chercheurs français a pu être elle aussi transformée par cette nouvelle réalité. Dans le champ de l'histoire, évidemment, le paradigme des annales, quel qu'il soit, et quelle que soit la génération des annales dont on parle, se rencontre, se confronte avec d'autres traditions historiographiques acceptées, introduites, discutées, imitées au Brésil. Évidemment, les microstories de Ginsburg et Lévy, la Begriffsgeschichte de Ronald Koselleck, l'articulation entre histoire et anthropologie telle qu'elle est pratiquée par Natalie Davis ou Robert Danton, les travaux inscrits dans la postérité de la sociologie historique de Elias, une multiplicité de propositions historiographiques qui rencontrent ou sont rencontrées par l'historiographie française. Et on pourrait dire la même chose dans le cas de la philosophie, puisque Foucault ou Derrida doivent coexister avec la philosophie analytique, l'école de Francfort, les œuvres de Habermas ou de Niklas Luhmann. Donc, finalement, on voit que le rapport, la relation entre France et Brésil se situe dans un nouveau contexte beaucoup plus large, un contexte dans lequel s'entrecroisent à la fois des traditions nationales et des perspectives théoriques. Alors, je vais conclure la réflexion par l'idée que peut-être cette situation avait une capacité d'incitation plus forte que préalablement, c'est-à-dire de faire reconnaître par des chercheurs, à commencer par les chercheurs français, l'importance et l'originalité des travaux en sciences humaines ou sciences sociales réalisés au Brésil, mais peut-être plus généralement en Amérique latine, parce que ce qui frappe, évidemment, c'est le fait que, à part pour ceux qui sont des chercheurs travaillant sur l'une ou l'autre des réalités brésiliennes, extrêmement rarement vous rencontrez cité dans un livre ou un article des recherches qui ne portent pas sur le thème ou de l'article ou du livre, mais qui, par leur dimension comparatiste ou méthodologique, pourraient ou devraient être incluses dans la bibliographie. Ce serait sans doute une manière de lutter contre ce paradoxe qui est qu'à l'âge de la globalisation, les bibliographies ont une tendance à devenir de plus en plus unitaires du point de vue linguistique. Il suffirait de citer les travaux américains, mais pas seulement, pour le constater. Donc, cet effort nécessaire pour
tenir compte, faire profit de travaux qui ne portent pas, si vous êtes un chercheur français, sur le Brésil ou sur le monde de l'Amérique latine, me paraît peut-être une nécessité fondamentale. Et de ce point de vue-là, Braudel, qui a été lecteur des historiens brésiliens, et Bourdieu, qui a été éditeur des travaux des sociologues brésiliens, sont des guides que peut-être il serait possible de suivre. Le temps n'est plus aux missions, le temps est sans doute à l'œcuménisme. Merci. Je me déplace, sinon je ne vais pas. Non, c'est juste la caméra. Et donc là, on peut passer à le commentaire de Serge Dussel. Et après, on aura la discussion. Frânio, Oui. Quanto tempo? Uns 15 minutos? Oui. Hã? 15 e 20. Tá bom, ok. Bon, primeiro, saluer Chartier, tous les amis qui sont présents. J'ai beaucoup aimé le texte et même l'audace de Maître Bourdieu, qui n'est jamais venu au Brésil, dans le choix. Et je pense que ça fait énormément du sens. Bon, t'as choisi de la connaissance du Brésil sur les ouvrages des 4 auteurs français, Braudel, Certeau, Foucault et Bourdieu. Des auteurs qui n'étaient pas des spécialistes d'histoire, de la culture ou de la société brésilienne, mais dont les œuvres jouent encore très inégalement un rôle dans le champ intellectuel brésilien. Disons que très inégalement parce que Bourdieu et Foucault sont chefs de file dans tous les articles des citations, sur des citations. Alors la page 3, c'est la phrase qui est une espèce de clé de l'expérience de Braudel, de l'impact sur l'histoire qu'il a pratiquée. Vous dites, la mer et non plus le roi était alors le protagoniste de l'ouvrage sur la Méditerranée à l'époque de Philippe II. Alors, l'axe de ton analyse sur l'expérience de Braudel est l'élaboration d'une idée de temporalité. Entre guillemets, je pense que l'idée de temporalité, ça retombe aussi sur l'expérience de Certeau, de Foucault et de Bourdieu de manière différente. Alors, vous avez cité l'épisode là avec les lucioles pour faire la différence entre la petite histoire, la conjoncture, la longue durée, disons les 3 temporalités évoquées par Braudel dans ses écrits. Dans le manuscrit inachevé trouvé dans l'archive de la famille Braudel, 200 pages qui soulignent la dimension atlantique de l'histoire du Brésil. Alors c'est marrant parce que le Brésil, c'est une Europe américaine, une Europe soutenue par ce moderne Méditerranée que tout l'Atlantique. Ça m'a rappelé des commentaires des amis argentins qui disent que l'Uruguay, c'est Montevideo, c'est un peu l'Argentine de Buenos Aires des années 50. Alors, le Brésil au Braudel, un Brésil paradoxal, c'est-à-dire il est source d'expériences nouvelles, surprenantes, et en même temps comme répétition, recommencement de l'évolution historique de l'Europe.
tu le dis très bien, et tu l'as répété dans l'exposé, la merveille de l'étrangeté n'efface pas l'ethnocentrisme historiographique. Je voudrais souligner le poids de l'expérience brésilienne de Brodel pour le contour et l'élargissement de l'objet méditerranéen. Alors, dans ce cas, la temporalité du vécu de Brodel agit sur les traits de l'objet. Et Ian Merkel, qui est là, qui est présent et dont le livre on va publier au Brésil prochainement, a beaucoup insisté aussi sur les sources brésiliennes pour le résultat historiographique achevé par Brodel. Et je passe rapidement sur Michel de Certeau et Michel Foucault, non parce qu'ils ne sont pas importants, parce que ce sont des cas qui, disons, dont les interventions sont très liées à des prises de position et objets de nombreuses dénonciations de la dictature. Et pour De Certeau, ayant le relais de l'Église, de l'institution religieuse, engagée dans la lutte face aux militaires, le plus intéressant, c'est qu'il a pris comme objet la culture populaire brésilienne, les miracles, les saints des pauvres, Damião, par exemple, comme étant une espèce de rempart contre la fatalité de l'ordre établi, un espace de résistance face au pouvoir externe, même celui des missionnaires, comme vous le rappelez là dans le texte. Et je pense que ça m'a rappelé un peu non l'approche exactement, mais l'intérêt de Bastide pour ces genres d'expériences de la culture brésilienne. Quant à Foucault, il a entrepris une sorte, il me semble, d'adaptation de ses thèmes favoris, l'asile, la folie, dans le contexte d'un régime dictatorial. Et aussi, les conférences sur la naissance de la médecine sociale de l'hôpital montrent le même penchant. En 1975, en octobre, la prison des enseignants et des étudiants de Luz a été l'objet d'une déclaration très forte, d'une dénonciation de la torture, d'une défense de la liberté d'expression et de recherche. Il interrompt, alors c'est pas seulement c'est ce qu'il dit, mais il agit, il interrompt ses classes, mais il n'a jamais fait vraiment appel à la réalité brésilienne dans ses écrits et ses interventions au Brésil. Le Brésil, c'était comme une toile de fond sur laquelle il pouvait, avec beaucoup de talent et adroitement, répéter un peu ou adapter ces thèses principales, ces objets clés adaptés à la situation brésilienne. Et alors, on passe à Bourdieu. Comme vous l'avez dit, il n'est jamais venu au Brésil, tout en ayant reçu plusieurs invitations. Vous mesurez d'abord la présence du Brésil dans le travail mené au Centre de sociologie européenne à travers les auteurs et les sujets brésiliens dans l'acte de la recherche en sciences sociales. Ce qui peut vraiment suggérer le dessein d'internationalisation des travaux du Centre. Selon les sources connues, le Brésil a vraiment joué un rôle de taille. Je dis les sources connues, ce sont les plusieurs travaux, en plus de Marie-Édouard, les travaux de Gisèle sur les traductions et tout ça. Et le Brésil a vraiment joué un rôle de taille en ce qui concerne le port et diffusion de la sociologie de Bourdieu. D'après mon expérience au moment de rédiger l'article que vous avez cité sur les Anatoliens au Brésil,
c'est le numéro de novembre de 1975, il était plutôt engagé à comprendre comment les lignes de force de son modèle d'interprétation trouvaient une résonance dans le cas brésilien, et pas du tout intéressé par l'usage ou l'emploi des concepts tels que champ ou habitat. Alors ça m'a beaucoup étonné. D'ailleurs, dans une thèse